Nous sommes aux Assises 2024 à l'île de la Réunion. Nous allons parler de Mona Lisa avec le référent national de Mona Lisa, Maurice Callen. Bonjour Maurice. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Mona Lisa. Oui, bon, Maurice Callen, donc référent national de Mona Lisa. Mona Lisa, mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Si on doit y trouver une origine, je dirais, historique, on est obligé de partir de 2003 et de la canicule qui avait eu lieu en France, où il y a eu 15 000 morts en 15 jours. Et surtout, il y a eu des corps, beaucoup, qui n'ont pas été demandés. Ce qui a vraiment créé à l'époque un choc. C'est-à-dire qu'on a découvert de façon massive qu'il y avait des personnes âgées qui étaient seules et qui mouraient seules dans leur domicile, à tel point qu'il y a eu un enterrement dans la ville de Thiers, dans le nord de Paris, en présence du président de la République, du maire de Paris, de plus de 50 corps dans ce qu'on appelait avant une fosse commune. Voilà, ça c'est l'origine, quoi. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a un avant et un après sur les questions d'isolement. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais c'est que là, à la fois la société venait de prendre conscience du sujet, et en même temps, ça devenait une question politique à partir de ce moment-là. D'ailleurs, l'État réagit assez rapidement pour que ça ne se reproduise pas. Donc ils créent ce qu'ils appellent le plan canicule tous les ans, avec des couleurs vert, orange, rouge, pour déclencher un plan canicule au regard des températures. Ils ont demandé aux villes d'avoir des fichiers qui recensent les personnes vulnérables sur les villes, ce qui permet, quand le plan canicule est déclenché, de pouvoir téléphoner et passer. L'origine de la journée de solidarité également vient de ce canicule-là. Vous savez, cette journée qui est donnée tous les ans par les salariés, qui rapporte 3 milliards tous les ans, et qui vient abonder une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, qui est créée d'ailleurs à cette époque-là dans la foulée. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Parallèlement, la société civile, donc les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge française, Secours populaire, Secours catholique, se sont réunis dans un collectif qu'ils ont appelé Combattre la solitude. Parce qu'il y avait aussi la société civile s'est dit qu'il y avait un enjeu majeur à travailler ensemble. Et je dirais que ces deux logiques-là, donc la logique de l'État, la logique de la société civile, se rejoignent en 2013, quand la ministre de l'époque, qui est Michèle Delaunay, qui est ministre de l'autonomie, demande un rapport. Elle le demande au délégué général des petits frères des pauvres, qui était Jean-François Serre à l'époque, et ce rapport s'appellera Mona Lisa. La ministre, quand elle reçoit le rapport, dit oui, banco, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, cette mobilisation nationale contre l'isolement des âgés est créée l'association en janvier 2014. Donc ça fait 10 ans cette année. À l'impulsion, du coup, de la ministre de l'époque, se retrouve dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, l'année suivante, comme réponse, je dirais, collective à cet enjeu de société qu'on a découvert quelques années plus tôt. Mona Lisa, en fait, c'est un mouvement fédérateur, c'est-à-dire qui rassemble l'ensemble des acteurs volontaires qui souhaitent agir ensemble contre l'isolement. C'est l'idée qu'il faut sortir des silos où on est chacun dans son couloir de nage et on fait très bien ce qu'on fait, mais on ne le fait pas ensemble. Et sur un sujet comme l'isolement social, on ne peut pas ne pas faire ensemble. Parce que quand on arrive sur un territoire, là où vivent les gens, dans un quartier, la personne qui est isolée, elle a une spécificité, c'est qu'elle ne bouge pas en fait. Elle est assignée parfois à son domicile, et que donc il faut regarder l'écosystème d'acteurs vraiment au plus près, au premier kilomètre. Et là, ce qui est important, c'est à la fois la réponse de l'État qui va permettre, via l'APA par exemple, à la personne de pouvoir avoir une aide à domicile qui vient chez elle, mais c'est aussi la réponse de la collectivité en proximité du CCAS, de la mairie par exemple, mais c'est aussi le voisin, c'est aussi le pharmacien, c'est aussi le centre social, c'est aussi le médecin, c'est l'ensemble en fait de cet écosystème de proximité qui va pouvoir mailler au plus près, à la fois sur la question du repérage, parce qu'on parle souvent des invisibles. En fait, il y a deux sujets, il y a les invisibles et les visibles qu'on rend invisibles sur ce sujet-là. Les invisibles, des personnes qu'on ne voit jamais, et donc là, le repérage, il est extrêmement complexe, et là, il doit passer en fait par un maillage de proximité, et souvent de bienveillance, de voisinage. Et puis il y a ce qu'on voit, mais qu'on n'identifie pas comme ayant besoin en fait de liens sociaux. Parce qu'il y a une différence à faire entre isolement et solitude. Donc l'isolement, c'est quantitatif. On va dire combien de fois par semaine vous voyez votre famille dans les différents réseaux de sociabilité, donc la famille, les amis, les associations, que la solitude c'est un ressenti.
pas la même chose. Donc on va compter d'un côté, et c'est subjectif de l'autre côté. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on peut être seul parmi les autres. C'est que les deux ne se recoupent pas nécessairement. Ils peuvent s'additionner, mais pas nécessairement. Donc quelqu'un peut avoir des visites. Souvent on dit, il y a l'aide à domicile le mardi, l'infirmière le jeudi, le petit-fils le samedi, et souffrir en fait de solitude, parce que là où elle souffre, c'est dans la qualité des liens qu'elle entretient. C'est-à-dire, nous on essaye de caractériser la qualité des liens, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est compté pour quelqu'un. Donc c'est la question de l'identité, de la reconnaissance. C'est que je reconnais dans le regard de l'autre mon intérêt à vivre, quoi, et ça me permet d'exister de façon qualitative dans le regard de l'autre. C'est vraiment compter pour quelqu'un. Il y a compter sur quelqu'un, donc c'est plus la question de la sécurité. S'il m'arrive quelque chose, est-ce que je suis en capacité d'appeler quelqu'un, ne serait-ce que pour dire, voilà, aujourd'hui je vais pas bien, est-ce qu'on peut discuter, boire un verre. Donc c'est la question de la sécurité, et la question de la participation sociale. Donc là c'est quelqu'un qui va m'appeler pour me dire, je compte sur toi. C'est l'inverse, j'ai besoin de toi. Et sentir que les autres ont besoin de nous également. Et c'est à partir de là qu'on arrive à caractériser, je dirais, la qualité de la relation, qui n'est pas uniquement la question de l'isolement. D'ailleurs, dans les statistiques, plus de la moitié des personnes qui se déclarent seules, donc souffrir de solitude, ne sont pas isolées. Elles vivent parmi les autres. Ouais. Et les chiffres sont intéressants dans ce cadre-là. C'est que si on prend l'isolement à tous les âges de la vie, en France, sur les chiffres qu'on a, Fondation de France, Crédoc, c'est 7 millions de personnes à tous les âges de la vie. Si on demande à la question du sentiment de solitude, est-ce que vous vous sentez seul, parfois, occasionnellement, souvent, on passe à 11 millions. C'est-à-dire qu'il y a quand même 11 millions de Français de 15 ans et plus qui estiment ne pas avoir de relation d'une qualité suffisante pour leur apporter une qualité de vie. C'est à partir du moment que vous excluez du collectif et d'une qualité de vie, une partie de la société, vous attaquez la cohésion sociale, vous mettez à part un certain nombre de personnes, et c'est un enjeu de santé publique. Alors, toutes les études qu'on a maintenant nous montrent que souffrir de solitude, peut-être une petite parenthèse, mais là on est vraiment dans la solitude subie. C'est pas la solitude qu'on a choisie, où on a eu une semaine on a vu beaucoup de monde et on se dit tiens je vais à la montagne tout seul, ou je vais prendre un bouquin dans mon coin. Celle-là elle est génératrice, au contraire elle est constitutive de notre identité, elle est vraiment extrêmement importante. Là elle est subie, et elle est subie de façon durable et dans le temps. Celle qui est subie de façon durable dans le temps, elle augmente de 30% le risque de mortalité. Ça c'est un chiffre qui équivaut à fumer 15 cigarettes par jour, et qui est au-delà de l'obésité ou des addictions diverses et variées. C'est pour ça qu'on parle aussi de sujets de santé publique, à la fois de cohésion sociale et de santé publique en France. Sur le territoire, les acteurs, comment est-ce qu'ils font pour travailler ensemble? Vous les formez, ils sont guidés, qui doit faire quoi? Oui, c'est ça. C'est qu'on essaye du coup, le chef de file en France, c'est le conseil départemental, le chef de file de l'action sociale. Donc on crée des coopérations, ce qu'on appelle des coopérations. Donc c'est pas des coordinations, même s'il faut se coordonner. Ce sont vraiment des coopérations. Coopération, c'est coopérare, c'est créer une œuvre commune. C'est-à-dire que chacun garde son identité, mais on porte une cause qui est plus grande que la sienne propre, finalement. On est dans une cause commune, et donc on rassemble l'ensemble des partenaires. Donc là, ça va être tout ce que j'ai cité tout à l'heure, le conseil départemental, ça va être les associations, ça peut être Petits Frères des Pauvres, Croix-Rouge française, ça va être les villes beaucoup, les CCAS beaucoup, parce que c'est quand même la porte d'entrée sur un territoire, c'est le CCAS d'une ville quand il y en a un. Les personnes, quand elles ont un problème, souvent elles vont à la mairie directement. Mais ça va être aussi tout ce qui va être les professionnels de santé en proximité, et ça va être les citoyens aussi. On essaie de mobiliser les citoyens pour avoir en fait mobiliser sur un territoire l'ensemble des énergies sur une cause commune, pour arriver à identifier un état des lieux sur un territoire spécifique, et se dire collectivement quels sont les trous dans la raquette, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et comment on le fait ensemble. Parce que s'il y a besoin par exemple de formation, autour de la table, il y a forcément un organisme de formation et un expert dans la formation qui est capable de donner la formation. S'il y a besoin de financer la formation, il peut y avoir la conférence des financeurs, et le département est autour de la table, et en fait les réponses elles se tissent comme ça, et à chaque fois dans la proximité.
Voilà. On essaie de voir de la complexité finalement, et un département ne sera pas le même. Si on va dans la Creuse, on n'est pas du tout dans la même configuration que dans le Nord, que dans le Gard, que dans la Gironde. Donc chaque fois on essaie d'adapter en fait cette mise en musique. C'est un peu comme un orchestre où chacun fait très 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 bien ce qu'il fait, mais on essaie de le faire ensemble en fait. C'est ce qu'on appelle nous des coopérations territoriales Mona Lisa en France. Ça c'est notre première jambe voilà, extrêmement forte. Et ces coopérations, dans leur feuille de route, elles soutiennent l'engagement citoyen. Parce qu'on pense que dans la réponse collective, il y a la réponse professionnelle qui doit être coordonnée avec des professionnels reconnus, bien payés, bien formés. Mais souvent, on oublie en fait le potentiel d'engagement de proximité dans la lutte contre l'isolement. C'est-à-dire des voisins, des gens qui habitent un quartier, un village, une ville, et qui se disent, moi, ça, je ne peux pas en fait, ne pas m'engager pour recréer du lien social. Je n'accepte pas en fait une forme de devoir de non-abandon finalement, où ces citoyens décident de se mettre ensemble et d'agir ensemble contre l'isolement, mais en proximité. C'est ça la force, c'est qu'eux ils habitent là, ils vivent là, et ils sont en capacité de bien connaître leur écosystème. Ces équipes citoyennes Mona Lisa, elles sont rattachées à une institution, soit une association, soit un CCS, elles sont portées. Nous, on les accompagne dans la création, on les accompagne dans la formation, et on les accompagne dans la mise en écosystème, en réseau. Parce que quand une aide à domicile professionnelle identifie une situation d'isolement, elle sait qu'elle a sur son territoire de proximité une ressource qui est l'équipe citoyenne, qui peut produire de la visite de convivialité. Parce que ce que demandent les gens, c'est parfois l'accès aux droits, parfois l'accès aux soins, très souvent de voir quelqu'un. En fait, donc il y a ceux qui détectent et après il y a ceux qui ont mis des prestations, des actions en place. Voilà, et puis il y a surtout l'engagement citoyen, dans la relation. Parce que les personnes, elles ont envie de voir quelqu'un. Elles n'ont pas toujours envie de refaire la salle de bain, même s'il faut la refaire. La demande, c'est je suis seul, je ne vois personne. Donc il y a une demande dans l'écosystème de réponse qui est la demande de relation, de lien social. C'est bonjour madame, je viens pour vous. Et je ne suis pas payé pour le faire, je ne suis pas obligé, voilà, c'est pas ma demi-heure, j'ai le temps, je suis là pour vous. Et donc c'est un soutien dans la relation qui vient soutenir le maintien à domicile et l'action des professionnels du coup dans l'accompagnement de la personne. Mona Lisa est présente dans tous les départements. Pas dans tous, mais petit à petit on essaye de se développer. On doit être d'une quarantaine, je dirais, de départements où Mona Lisa est actif. Et voilà, et on essaye de se développer, quand ce soit 41, 42, et voilà, on est en capacité du coup d'accompagner les dynamiques dans leur création de coopération Mona Lisa en France. Ici à La Réunion, c'est développé. Voilà, justement, je suis là pour ça. C'est le début, ça oui. les gens en place. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, je rencontre le département ici, je rencontre Saint-Denis. Je connais les chiffres maintenant, il y a plus de dépendance, plus de fragilité, plus d'isolement, et puis la mobilité qui est difficile ici pour les plus âgés. La mobilité est tout à fait spécifique à la Réunion, et on constate aussi que dans le développement de l'offre de services, l'offre en EHPAD par exemple est très faible, c'est-à-dire que 90% des personnes âgées, dépendantes à l'île de la Réunion, sont chez elles. Donc elles sont, ce qu'on disait tout à l'heure, assignées à leur domicile, et, voilà, et même si la maison est bien adaptée, la souffrance de ne plus avoir de relation, elle est très prégnante. Et il y a des équipes citoyennes en Martinique, il y en a en Guadeloupe, donc on espère, et qu'il y en aura également à La Réunion. Il y en a 900 en France, équipes citoyennes, qui sont géolocalisables sur notre site. Donc, si vous allez sur le site Mona Lisa, il y a possibilité d'aller géolocaliser les équipes. C'est-à-dire je me géolocalise où je suis, donc si j'habite Paris, Lyon, et je vois l'équipe qui est la plus proche de chez moi. Ça permet deux choses. La première, c'est si je veux m'engager, du coup je peux connecter directement l'équipe la plus proche de chez moi et leur dire voilà, moi aussi j'ai envie de venir avec vous et de m'engager contre l'isolement. Ou si je me sens seul, ou si je connais quelqu'un qui est seul, de la même façon, à pouvoir avoir la ressource d'une équipe proche de chez soi. Donc oui, on est dans une logique de développement, à la fois de coopération d'acteurs, pour agir ensemble, et à la fois de développement de la réponse citoyenne, d'engagement, de proximité, autodéterminée, formée, connectée à l'ensemble de l'écosystème de proximité. Si je suis président d'un département, comment se passe le développement de Mona Lisa ?
C'est long, c'est difficile, il faut Ouais, des acteurs. oui, il faut un petit peu de temps, parce que on va mettre autour de la table, en fait, l'ensemble des acteurs. Du coup, on met autour de la table des cultures réellement différentes. C'est ça la plus-value de Mona Lisa. C'est-à-dire qu'il y aura des fonctionnaires territoriaux, mais il va y aussi avoir des professionnels de santé, il va aussi y avoir du monde associatif, il va y avoir des citoyens lambda, et donc c'est comment on arrive en fait à avoir une culture commune. Souvent ça passe par de la formation et un temps d'acculturation, de bien savoir de quoi on parle, de se donner des objectifs communs. Donc ça prend effectivement du temps. Par contre, quand la coopération est active, mature, a fait un état des lieux, s'est donné des objectifs, donc on n'est personne qui revient en arrière. Ça apporte une extrême richesse dans la diversité à la fois des liens qu'on tisse avec les autres et dans les réponses, pour le coup, qui sont beaucoup plus précises et adaptées au territoire, beaucoup plus rapides, de répondre collectivement au sujet quand on a l'habitude de se voir et de travailler ensemble, qu'on a identifié les leviers qu'on pouvait accéder ensemble. Depuis que temps que Mona Lisa existe, il y a différentes générations, au moins une génération qui passe. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des changements dans Mona Lisa? Oui, il y a des changements. Les vieux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les vieux d'il y a 15 ans, très clairement. Là, si on regarde aujourd'hui, si on fait un petit calcul rapide, une personne qui avait 20 ans en mai 68, donc ça fait 52 plus 24, 76, elle a 76 ans aujourd'hui. On n'a pas du tout sur le même profil que les personnes d'avant, qui pouvaient avoir parfois, parce qu'on ne peut pas généraliser, c'est vraiment, on ne va pas dire les vieux. Plus tendance à subir, non? Voilà, c'est ça. Sans généraliser, mais de façon globale, effectivement, plus se dire, bon, c'est comme ça. Les nouveaux, non. Une grande majorité diront, ils écoutaient les Rolling Stones, peut-être qu'ils fumaient des joints sur les barricades. Bon, ça avait une autre façon totalement de vivre. Et du coup, ils vont essayer, en tout cas, d'affirmer ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a des associations qui naissent, je pense au CNAF par exemple, c'est le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, qui disent rien pour les vieux sans les vieux, ça c'est nouveau. Vous décidez rien sans nous demander aux gens eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et il y a des grands mouvements comme ça, je pense au Danemark aussi, où ils ont vraiment, je ne sais plus, mais en nombre c'était 1 million de personnes qui sont réunies en lobby, et le gouvernement ne peut plus prendre de décision en fait sans leur demander. Mais pour vous, vous en pensez quoi? Donc oui, on a une nouvelle forme effectivement de personnes âgées qui arrivent. Mais est-ce qu'ils sont plus exigeants sur les actions de Mona Lisa? En fait, il y a plusieurs choses. Où est-ce qu'ils reconnaissent Ouais. Il y a plusieurs choses, c'est que il y a les jeunes vieux, on va dire les 60-75 ans, et après il y a le grand âge. C'est pas exactement la même chose, malgré tout, 60-75 ans, ils vont essayer de bouger, d'avoir des activités, des loisirs, de rencontrer du monde. Quand on est arrivé à une situation où pour X raisons, vous savez, quand on est âgé, on perd ses amis, parfois, de proximité. Parfois, on a perdu son mari ou sa femme. Dans tous les cas, notre environnement affectif de proximité se délite. Les modes de vie ont également évolué, donc les enfants sont partis travailler à l'étranger, ont fait leurs études dans d'autres villes. Quand on est dans une situation durable de solitude, le fond, il est le même. Parce que le fond, c'est souffrir, finalement, de l'absence de l'autre. Et ça, quelle que soit, je dirais, la génération, c'est un sentiment qui altère, je dirais, sa santé physique et psychique. Et ça, que ce soit les anciens ou les nouveaux, ça restera toujours vrai, parce qu'un être humain, quand il arrive au monde, un bébé, tout de suite, pour exister, pour vivre, pour pouvoir survivre, il a besoin d'être porté, d'être regardé, il a besoin d'être aimé, il a besoin qu'on le caresse, qu'on lui donne à manger, et ça c'est constitutif, tout à fait constitutif de l'humanité, et ça se perd jamais. Et donc quand on enlève à un être humain cette possibilité de se construire dans la relation à l'autre, il en souffre, et ça sera toujours vrai. Et c'est pour ça que ça a un impact aussi important sur la santé. Est-ce qu'il y
est-ce qu'il y a des différences d'organisation de Mona Lisa en fonction du milieu urbain et rural? Parce que là, il y a des grandes différences entre les hauts, comme on dit ici. Ouais, complètement. Ah oui, oui, bon, pas du tout. Mona Lisa, c'est ce qui fait la force également. C'est qu'à la fois, il y a une méthode, c'est-à-dire qu'on accompagne les territoires en ingénierie, avec des outils, avec de la formation. Par contre, on les accompagne dans la complexité. C'est-à-dire qu'il faut. Chaque territoire est unique. Donc sur chaque territoire, il faut tisser ensemble la réponse qui sera sur ce territoire-là, parce qu'il a son histoire, sa géographie, ses engagements des uns et des autres plus ou moins forts. Donc évidemment que la Creuse en France, où c'est vraiment rural, n'est pas du tout la même réponse qu'au centre de Paris, que dans le Gard, ou dans le Nord, comme je disais, ou en Gironde. C'est plus difficile à développer une Mona Lisa dans les villes ou dans les rurales? Ouais, c'est des spécificités totalement différentes. Parce que je pense que dans le milieu rural, dans un petit village, dès qu'il y a une action qui se fait, tout le monde est au courant assez rapidement, j'imagine. Au milieu de Paris, c'est pas forcément. C'est ça. Mais c'est pas les mêmes. Messages. Ouais, c'est pas les mêmes solitudes en fait, effectivement. Là, je dirais la campagne, c'est plus. Ça va être une difficulté dans les déplacements. Sur la question de la mobilité est très prégnante. Parce qu'il y a une activité que si je peux pas y aller, du coup, je ne peux pas produire du lien social. Il y a une question aussi en campagne qui est différente qu'en ville, ça va être la question des services, tout simplement. S'il n'y a plus de médecins, s'il n'y a plus d'activité. Quand vous êtes en ville, tout ça existe. Mais, ce que je disais, seul dans la foule, Alone in the crowd, les Anglais, c'est ça. Hein, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'on produit de la relation de qualité. Et les gens passent très 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 vite dans une ville et ne s'arrêtent pas, vous ne regardent pas. Et du coup, on a du mal à connecter, à nouer des relations sociales. Et ça fait souffrir beaucoup quand même. C'est-à-dire de se retrouver au milieu des autres, et d'essayer de produire de la relation et de ne pas y arriver. Et ça, c'est une grande souffrance en ville. C'est pas les mêmes solitudes. Et c'est pas les mêmes enjeux, effectivement, dans les réponses que l'on doit faire. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Pour moi, c'est l'enjeu de société aujourd'hui, actuel. C'est-à-dire que quand on parle d'isolement et de solitude, on parle des liens sociaux, et donc on parle de la façon dont la société française produit du vivre ensemble et de la solidarité et in fine de la fraternité. Et que quand le tissu est aussi dégradé et déchiré aujourd'hui, tel qu'il l'est aujourd'hui, on a des risques, comme je disais, pour la cohésion sociale, pour la santé et in fine pour la démocratie. Donc pour moi, on est vraiment sur l'enjeu central, c'est le cœur du réacteur en fait, autour duquel s'agrègent toutes les autres questions de dépendance, de déplacement, mais ce sujet en fait de l'isolement social et du délitement des liens sociaux, du délitement de la convivialité, de la fraternité, de proximité, et donc d'une société qui fait commun, voilà, c'est conclure avec ça. Pour moi, c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. Super, merci Boris Callen. Je rappelle que vous êtes référent national de Mona Lisa. Merci beaucoup. Merci beaucoup.